Jeudi 28 novembre 2024, les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire au cours des 14 dernières années dans les secteurs de l'éducation, la santé et l'agriculture, salués par l'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire. Frédéric Daniel, en fin de mission, a eu un entretien ce jeudi à Cocody avec le chef de l'État, Alassane Ouattara. Signature de 3 accords importants s'inscrivant dans le cadre de la coopération entre les Émirats arabes unis et la Côte d'Ivoire. C'est le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui a présidé ces signatures. 2 de ces accords permettront de soutenir la politique de construction de logements sociaux en faveur des populations. Et puis à l'hémicycle, les députés viennent de voter en plénière le budget de l'État. Plus que la Chambre basse au Sénat pour que l'État ivoirien se dote d'un budget pour l'exercice 2025 estimé à plus de 15 000 milliards de francs CFA. Les députés ont aussi voté le projet de loi portant règlement du budget de l'État pour l'année 2023. Bonjour à tous, je le disais à l'instant, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu ce jeudi à sa résidence à Cocody l'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire. En fin de mission, Frédéric Daniel est allé faire ses adieux au président de la République. Le point de Alexis Moudraogo. Ce jeudi, à la résidence présidentielle, Frédéric Daniel Laria, ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire, est reçu par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Je viens de recevoir mon frère du Ghana, ambassadeur de mon frère, le président Nana Akufo-Addo, qui est en fait un Ivoirien, puisque ça fait plus de 3 décennies qu'il est en Côte d'Ivoire, d'abord à la Banque africaine de développement, où nous nous sommes connus, et ensuite ambassadeur du Ghana depuis 8 ans. Et je suis un peu triste de voir mon frère partir, mais c'est la règle diplomatique, et je tenais à l'accompagner et lui dire qu'il va nous manquer, et surtout qu'il est en Côte d'Ivoire, il est chez lui. Le diplomate salue la qualité de la coopération entre ces 2 États, mais surtout le leadership du président ivoirien. Je peux affirmer sans équivoque qu'il fait bon vivre ici. On assiste au quotidien à d'énormes progrès dans tous les domaines. Lors de mon mandat, nous avons pu établir Ghana Cocoa Initiative, qui permet de donner une sorte de prime à nos planteurs. Je voudrais saluer la première dame, dont son combat contre l'exploitation, la traite, le travail des enfants dans les plantations cacaoyères. Nous avons devant nous un chef d'État visionnaire, bâtisseur, un chef d'État technocrate, dont les soucis constants est d'améliorer le bien-être de son peuple. Le 11 octobre dernier, le président ghanéen Nana Akufo-Addo prenait part à Abidjan au premier sommet des chefs d'État de l'accord de partenariat stratégique Côte d'Ivoire-Ghana. Signé en octobre 2017 à Accra, cet accord va insuffler ces prochaines années une nouvelle dynamique à la coopération entre les 2 pays. La coopération, on l'évoque du côté des Émirats arabes unis avec la signature de 3 accords présidés par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. 2 de ces accords permettront de soutenir la politique de construction de logements sociaux. C'est ce que nous apprend Herman Guivé. Signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de la République de Côte d'Ivoire et la Royal Gulf Contracting, entreprise basée à Dubaï et représentée par son directeur général, Hussein Abdul Jalil Havas Ali. Une signature pour la construction de logements sociaux et économiques s'inscrivant dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Autre signature importante, opérée en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, ce mémorandum d'entente entre le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et les entreprises ZDS Development et NDG Abu Dhabi, portant sur la construction de logements sociaux en faveur des familles à faible revenu. L'ambition de notre ministère, sous la gouverne de M. le Premier ministre, c'est réaliser le maximum de logements abordables et de logements décents pour permettre à nos populations de se loger justement dans de bonnes conditions. Et cela nécessite des partenariats, c'est dans ce cadre que nous sommes ici, des partenariats au plan technique, mais également des partenariats au plan financier. Et ce que nous avons signé ici, c'est 2 accords importants. L'un dans le cadre du projet de 150 000 logements
le programme présidentiel qui se poursuit, parce que nous insistons beaucoup sur celui de 25 000, mais le premier programme continue. Et le deuxième, c'est dans le cadre du projet de 25 000 logements, qui sont, eux, des logements destinés à la location simple et à la location vente, donc destinés à nos populations qui sont les moins nantis. Donc nous repartons très heureux d'avoir pu signer ces deux accords ici. Et nous sommes en négociation avec d'autres partenaires d'ici et d'ailleurs pour accroître la quantité de logements offerts à nos populations. Plus nous réaliserons des logements, plus le logement sera abordable en Côte d'Ivoire et mieux nos compatriotes pourront se loger. Direction le Jumeirah Emirates Tower, où le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé supervise la signature d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et le gouvernement des Émirats arabes unis. Ce mémorandum a pour objet de développer les efforts entre les parties visant à promouvoir les capacités institutionnelles et à améliorer la gouvernance dans le domaine de l'administration. L'accord a été signé sous les instructions du président des Émirats arabes unis, surtout de Dubaï, pour solidifier la coopération entre le gouvernement de la Côte d'Ivoire et les Émirats arabes unis. C'est un accord d'échange des expériences de gouvernement de la Côte d'Ivoire et des Émirats arabes unis et possibilité de renforcement des relations. Une coopération très dynamique qui doit avoir des résultats. Nous allons encadrer les entreprises qui vont coopérer et faire en sorte que beaucoup d'investisseurs émiratis viennent en Côte d'Ivoire et que beaucoup d'Ivoiriens aient des partenaires ici, à Dubaï et dans les Émirats, de sorte à amplifier notre action de commerce, d'industrie et de coopération. Cette signature inclut le partage mutuel de connaissances et d'expériences, des guides et des modèles de développement dans les domaines de coopération concernés. Prenons à présent la direction de l'hémicycle. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a reçu Monseigneur Ignace Bessi Dogo, archevêque métropolitain d'Abidjan, au cœur des échanges, des sujets d'intérêt national, notamment la paix et la cohésion sociale. Anel de Crisa, Alexis Ouedraogo. Une audience à l'Assemblée nationale. Monseigneur Ignace Bessi Dogo, archevêque métropolitain d'Abidjan, rencontre le président de l'institution Adama Bictogo. L'Église est au cœur de l'État du pays et elle a un rôle à jouer dans la marche du pays. Et ce rôle passe d'abord par la prière. Donc, il m'a semblé indiqué de pouvoir rencontrer les présidents d'institutions. Nommé par le pape en mai dernier, Monseigneur Ignace Bessi Dogo a pris fonction en août à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Au cœur de cette rencontre, d'autres points, notamment la paix et la cohésion sociale. Restons sur place, je le disais, les députés viennent de voter en plénière le budget de l'État. Plus que la Chambre basse au Sénat pour que l'État ivoirien se dote d'un budget pour l'exercice 2025 estimé à plus de 15 000 milliards de francs CFA. Les députés ont aussi voté le projet de loi portant règlement de budget de l'État pour l'année 2023. On voit cela avec Léon Brou. Il est en hausse de 11,8% par rapport à celui de 2024. Le budget de l'État pour l'exercice 2025 et le projet de loi de finances y afférent, voté à l'unanimité des 162 députés de cette séance plénière de l'Assemblée nationale. 15 339 milliards, 200 millions de francs CFA pour 153 programmes à l'agenda 2025 du gouvernement. Infrastructures routières, sanitaires, scolaires et autres initiatives d'emploi ou de bien-être couvrent le territoire national. Cette unanimité des députés, donc le gage de l'équité de l'État dans la redistribution des richesses du pays, selon le président de l'Assemblée nationale, qui salue ainsi le maintien par son institution du cap sur le contrôle de l'action gouvernementale. Les interventions pertinentes ont amené beaucoup de ministres à prendre en compte vos préoccupations. Il n'y a que des oppositions d'idées, mais ce que nous recherchons, c'est la Côte d'Ivoire et nous sommes un exemple. Je voudrais vous remercier pour cette exemplarité de notre institution. Aussi examiné le projet de loi portant annexes fiscale 2025 et celui portant règlement du budget de l'État pour l'année 2023. Le premier est approuvé à l'unanimité quand le second requiert la majorité des 162 députés
mobilisés à cette séance plénière de l'Assemblée nationale. Voilà le budget de l'État au titre de l'année 2025, estimé donc à plus de 15 000 milliards de francs CFA. Une somme pour soutenir l'action gouvernementale pour le bien-être des populations. De grands projets sont annoncés dans plusieurs domaines, notamment celui des infrastructures routières. Le ministre Amédée Kouakou Kofi a exposé sur le sujet au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Marie-Chantal Akandan, Traoré Zakaria. Sans route, pas de développement. Ce postulat était au cœur des débats lors d'une grande rencontre consacrée aux infrastructures routières. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, a souligné l'importance de ces échanges pour mieux comprendre et accompagner les ambitions gouvernementales. Depuis plusieurs années, notre pays a engagé des réformes ambitieuses pour moderniser et renforcer son réseau d'infrastructures et en particulier ses routes et ponts. Les investissements consentis dans ce secteur constituent un appui essentiel à la croissance économique, à la mobilité des populations, à la réduction de pauvreté ainsi qu'à la création d'emplois. Les résultats sont tangibles à travers notamment le désenclavement de nombreuses localités et la compétitivité retrouvée et renforcée du secteur du transport. Ces précieux acquis témoignent ainsi de l'engagement du gouvernement à offrir à notre pays des infrastructures modernes et adaptées à nos besoins. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, a présenté un bilan et des progrès réalisés avec des investissements significatifs. Il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été construites, notamment des échangeurs, des ponts, tout ça pour pouvoir fluidifier donc, la circulation à l'intérieur de la ville d'Abidjan. Mais tout le monde ne peut pas résider à Abidjan. Il y a quand même des villes secondaires. Donc il y a Moussoukro, Korogo, San Pedro. Toutes ces villes-là et d'autres villes aussi bénéficient d'infrastructures importantes pour permettre donc à nos compatriotes de pouvoir rester dans ces zones. Mais aussi, il y a de nouveaux projets qui doivent permettre donc de désenclaver beaucoup de zones. Le ministre Amédée Kouakou a également insisté sur la nécessité d'un entretien durable des infrastructures et a réaffirmé l'engagement du gouvernement à construire un réseau routier solide et résilient. On s'arrête maintenant sur la 11e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique qui s'est ouverte ce jeudi au plateau. 27 pays portent la réflexion sur la régulation de l'usage de l'IA, l'intelligence artificielle dans la communication et le numérique. Khalil Diomandé. Cette image du président Donald Trump arrêté par la police américaine faisait le tour des réseaux sociaux il y a quelques mois. Mais ne vous y fiez surtout pas, elle a été générée par l'intelligence artificielle. Cet outil révolutionnaire connaît aujourd'hui une progression fulgurante dans le secteur de l'audiovisuel et du numérique. Il s'avère donc impérieux pour le RIAC, le réseau des instances africaines de régulation de la communication, d'encadrer son usage. Le sujet est d'ailleurs au cœur des réflexions de la 11e CIRCAF, la conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique qui se tient à Abidjan. Il faut que nous prenions à bras le corps cette question de la régulation de l'intelligence artificielle. C'est la crédibilité des élections qui est en jeu. Vous voyez quelqu'un parler, un candidat, il dit des choses qu'on lui fait dire, c'est sa voix. On voit ses lèvres bouger pour prononcer ces mots, mais en réalité, il ne les dit même pas. C'est archi faux. Tout est généré par l'intelligence artificielle. L'heure est peut-être arrivée d'approfondir notre réflexion en matière d'encadrement des usages de l'intelligence artificielle pour garantir qu'elle favorise le bien commun, la protection des droits humains et des valeurs sociales et soutienne un développement équilibré des écosystèmes médiatiques sur le continent. Pour la Côte d'Ivoire, qui s'apprête à aborder le scrutin présidentiel de 2025, la question de l'utilisation saine de l'intelligence artificielle est fondamentale. La régulation de l'intelligence artificielle constitue un défi majeur pour nos démocraties. Le risque sur la stabilité sociale est réel, particulièrement en période électorale, où la manipulation et la diffusion de fausses informations peuvent constituer des germes de désordre, voire de violence. C'est le lieu de vous inviter, durant ces 3 jours de réflexion, à faire des propositions pertinentes qui tiennent compte du respect de la liberté d'expression
et qui favorise l'utilisation responsable de l'IA. Les travaux de la 11e CIRCAF se solderont par une déclaration commune pour la régulation de l'intelligence artificielle en Afrique. L'actuelle présidente du RIAC, la Marocaine Latifa Akarbache, passera également le flambeau à René Bourgoin, président de la ACA de Côte d'Ivoire pour la mandature 2024-2025. Autre problématique, autre rencontre, voyons cet atelier initié par le médiateur de la République, Adama Toungara, en collaboration avec le PNUD à Korogo. Les médiateurs délégués et les responsables des comités de veille formés sur les stratégies d'alerte précoce et les mécanismes de prévention, avec pour objectif de renforcer la cohésion sociale et la sécurité. Ami Sissoko. Renforcer les actions de pacification des médiateurs délégués et des responsables des comités de veille et de suivi de la cohésion sociale dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est le sens de cet atelier initié à Korogo par le médiateur de la République, Adama Toungara, en collaboration avec le PNUD. Nous avons mis l'accent sur les conséquences néfastes des groupes extrémistes sur la cohésion sociale à travers les stratégies d'implantation, de recrutement des jeunes. Au cours des 2 jours de travaux, les échanges ont permis de faire l'état des lieux de la cohésion sociale dans le Nord, d'identifier les bonnes pratiques, de présenter les missions de comités de veille, les stratégies d'alerte précoce et les mécanismes de prévention. Il y a pas mal de choses qu'on ne savait pas moi personnellement. Et aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Il faut sensibiliser les populations pour que ces populations-là intègrent la notion de citoyenneté, sachent que c'est leur pays, qu'ils doivent défendre leur pays. Pour le médiateur de la République et la représentante résidente du PNUD, la prévention se présente comme la meilleure réponse à l'extrémisme violent. Il incombe à toutes les institutions, aux acteurs sociaux de mutualiser leurs efforts pour prévenir et combattre ce fléau dévastateur et néfaste au développement. Renforcer les moyens humains et matériels, sensibiliser les communautés et faire le suivi et évaluation des initiatives locales sont quelques-unes des recommandations de cet atelier. Coup d'œil à présent sur le CIREX, le Salon international des ressources extractives et énergétiques. Une conférence inaugurale de haut niveau cette nuit en présence d'une vingtaine d'autorités gouvernementales. Les échanges consacrés aux enjeux des métaux critiques et de la transition énergétique en Afrique. L'enseigné Bakayoko. Comment concilier la transition vers les énergies renouvelables avec le développement socio-économique du continent africain? Quels sont les enjeux géopolitiques, les défis et les opportunités pour un développement durable de l'Afrique, particulièrement en lien avec les minéraux critiques en vue de la transition énergétique et numérique? Ce sont les 2 problématiques essentielles soulevées au cours de cette session inaugurale qui a réuni les ministres des pays invités, les experts internationaux et de nombreux dirigeants d'entreprises publiques et privées. L'idée, c'est de sortir ou du moins de réduire la dépendance aux énergies fossiles. Il nous faut donc créer les conditions de faire émerger des énergies renouvelables qui constituent l'alternative la plus sûre pour garantir aux générations futures un environnement résilient au changement climatique. Ces experts internationaux de premier plan ont évoqué les perspectives intéressantes sur la gouvernance des ressources naturelles, notamment les métaux critiques et l'importance de la résilience climatique en Afrique. Les métaux critiques ont l'avantage d'être utilisés dans les technologies modernes. Ils sont précieux, c'est pourquoi il faut en améliorer la gestion, car les minerais critiques peuvent être à la fois des passerelles pour les richesses, mais également alimenter des perturbations importantes. Avec toutes ces potentialités, l'Afrique devrait affiner ses politiques de transparence et de lutte contre la corruption, essentielles pour une gestion éthique et durable des ressources naturelles. En marquant de son auguste présence la cérémonie d'ouverture de ce matin, le président de la République a clairement signifié l'immense intérêt qu'il accorde à ces importantes assises. Comment ne pas apprécier la haute teneur des conférences qui ont été prononcées par nos 4 éminents experts internationaux qui nous ont densément édifiés plutôt sur des sujets de grand intérêt pour l'Afrique.
Ces personnalités de haute dimension ont su nous apporter un éclairage conséquent sur les responsabilités des pouvoirs publics dans la formulation de la politique énergétique en adéquation avec les exigences que nous impose notre nouvelle conscience écologique. En ce qui concerne les chaînes d'approvisionnement des minéraux critiques, l'impératif est d'implanter de nouvelles stratégies permettant à l'Afrique de maximiser les bénéfices de ses ressources de transition. Un autre sujet qui concerne l'Afrique, on parle de la stratégie régionale de résilience pour l'Afrique de l'Ouest, qui est en passe d'être adoptée, ce après plusieurs mois de travaux experts. Ce jeudi, les ministres des États membres se sont réunis pour examiner le projet de stratégie qui vise à endiguer les effets néfastes des changements climatiques. Maman Traoré, Joël Mambou. Prévention, anticipation et action de lutte contre les changements climatiques sont les axes majeurs de cette stratégie régionale de résilience pour l'Afrique de l'Ouest. Si vous n'êtes pas capable de faire le suivi des déplacements des populations, des catastrophes, des inondations, la rapidité de l'intervention peut aussi handicaper les résultats que nous avons. Les plans d'action que nous allons faire sur les catastrophes naturelles, ce sera un plan d'action qui va lier 3 ou 4 pays ensemble, pas simplement un seul pays. Évidemment, une fois ce plan d'action global décliné, chaque pays aussi aura à voir ce qu'il peut prendre en charge. L'urgence de déployer cette stratégie convoque une réunion ministérielle à Abidjan. Il revient aux décideurs d'examiner et d'adopter le document fruit de plusieurs mois de réflexion des experts. Je voudrais insister sur l'importance de la participation des communautés locales dans l'élaboration et la mise en œuvre de cette stratégie. Les femmes, les jeunes, les enfants, les populations marginalisées doivent occuper une place de choix dans nos réflexions et nos actions, car ce sont eux qui sont les premiers touchés par cette crise. Avec cette stratégie régionale de résilience, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, entend barrer la route aux effets néfastes du réchauffement climatique pour ainsi maintenir son rang de la plus dynamique des communautés économiques du continent. En bref, en image, le Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville a abrité ce jeudi la cérémonie officielle de lancement du paiement des 25 000 nouveaux ménages bénéficiaires des filets sociaux. Ils auront 36 000 francs CFA chaque 3 mois pendant 3 ans. Le gouvernement, solidaire des familles vulnérables à travers ses transferts monétaires réguliers, étend ainsi son action. Notons que de 2017 à ce jour, ce sont plus de 432 000 ménages qui ont été impactés par plus de 148 milliards de francs CFA redistribués, selon les précisions de la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Je vous propose maintenant de faire une halte à la Caisse nationale de prévoyance sociale. 189 agents décorés pour leur performance et leur ancienneté par le ministre Adama Kamara. Devisoyo. Strass, paillettes et glamour sont au rendez-vous à l'édition 2024 de la célébration des travailleurs de la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. 189 agents sont honorés pour leur constance, leur dévouement au travail et leur parcours exemplaire au sein de la Maison de protection sociale des travailleurs indépendants et du privé de la Côte d'Ivoire. En vertu des pouvoirs qui vous sont conférés, je vous décerne la médaille d'honneur du travail, médaille d'or, avec mes vives et chaleureuses félicitations. Outre la catégorie Grand Or qui consacre les travailleurs qui ont 35 ans de service, les concernés de la catégorie Or entendez 30 années de travail, la catégorie Vermeil 25 ans de service et la catégorie Argent qui regroupe ceux ayant 15 années d'ancienneté sont aussi à l'honneur. Aujourd'hui, je ressens un sentiment de joie et beaucoup de reconnaissance aussi envers la CNPS parce que je vois des gens travailler et tous ne sont pas décorés. Ça n'a pas été facile, mais on a toujours donné le meilleur de nous-mêmes pour aller de l'avant avec notre équipe managériale à la tête de DG. Pour le haut patron de la cérémonie, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, cette distinction prend tout son sens au vu des efforts consentis par chaque agent au développement de la sécurité sociale en Côte d'Ivoire. Les distinctions que nous remettons aujourd'hui sont bien plus qu'un symbole. Elles représentent la reconnaissance de la République pour le travail accompli et surtout pour les sacrifices consentis. Mais elles sont aussi une invitation à aller plus loin. Cette reconnaissance du patron de la protection sociale en Côte d'Ivoire sert de prétexte au directeur général de la CNPS pour dresser le bilan de l'évolution de l'institution de 2012 à 2023. Nous sommes passés d'un excédent de 8 milliards en 2012
à un excédent de 100 milliards en 2019 et un excédent de 200 milliards en 2023. Rendez-vous est pris dans 2 ans pour célébrer les années de service des agents de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Voilà, le travail bien fait est toujours récompensé. Et c'est ce que prône le TIMO, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Une session spéciale est lancée dans le Cavali. Les jeunes des départements de Taï, Toulepleu, Bleu-le-Quin et Guiglo sont concernés. Un projet de 280 millions de francs CFA qui prend en compte 500 jeunes. Christ Ephraim Diomandé, Siakakone pour les détails. TIMO spécial, travaux de haute intensité de main-d'œuvre, bientôt en action dans le Cavali. Cible principale de ce projet d'envergure, 500 jeunes âgés de 18 à 40 ans. Objectif, offrir des emplois à la jeunesse dans les domaines de l'entrepreneuriat, des travaux d'entretien et des tâches de sensibilisation pour une paix durable dans le Cavali. La cérémonie de lancement a eu lieu dans la salle Alassane Ouattara du Conseil régional. Ce projet spécial du gouvernement est supervisé par le ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, par présidente du Conseil régional du Cavali. Le projet s'inscrit dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement. Et au niveau de la région du Cavali, il s'inscrit dans le cadre stratégique de développement dans la composante formation et insertion professionnelle des jeunes. Une opportunité à saisir pour les bénéficiaires. Jeunes du Cavali, lui réitérons notre engagement à accompagner toutes les initiatives contribuant à la consolidation de la paix et aux initiatives communautaires de citoyenneté telles que visées par le projet TIMO spécial. Anne-Désirée Ouloto a exhorté la jeunesse à contribuer fortement au développement de la région. Vous êtes la majorité jeune. Apprenez à vous battre dans la vie. Ce que ton président, ta soeur, ta maman te donne aujourd'hui là, prends avec joie. Fais-le sérieusement. Demain, tu auras plus grand. Et l'une de vos missions, ce sera le métier de la paix, la sensibilisation à la cohésion, à la non-violence. Plus de 280 millions de francs CFA seront décaissés pour l'insertion de ces jeunes dans le tissu social à raison de 55 000 francs CFA par mois et par tête durant 6 mois. L'actualité de ces dernières heures nous mène à Yopougon, à la paroisse Saint-Timothée pour être précis. La célébration de la rentrée pastorale couplée aux festivités du 15e anniversaire de la paroisse. C'était sous les regards du ministre Adama Diawara, parrain de la cérémonie. Walter Amadou Ouattara. Moment exceptionnel à la paroisse Saint-Timothée de la cité EUCI à Yopougon. Une atmosphère de fête et de recueillement règne au cœur de cette communauté religieuse. Elle est réunie pour commémorer son 15e anniversaire et célébrer sa rentrée pastorale. Parmi les temps forts de cette célébration, la pose de la première pierre de la future église. Le père Thierry Michel Mobio, curé de la paroisse, rappelle l'importance de prier pour la Côte d'Ivoire, un message qui résonne avec le thème pastoral de l'année et la promesse d'offrir à la communauté un lieu de culte digne de ses attentes. Nous avons plus de 5000 fidèles et les dimanches, il n'y a pas de place du tout. Donc notre Père évêque a voulu qu'on vienne ici pour les aider à bâtir cette église. Et cette pose de première pierre, c'est vraiment toute cette expression de notre Père évêque qui voudrait vraiment aider cette population de Yopougon-là qui vraiment n'a pas d'église. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, parrain de l'événement et solidaire à la vision de cette église. Le thème de l'année pastorale 2024-2025 repose sur la prière pour la paix. Cela est à saluer à plus d'un titre parce que 2025, c'est une année sensible pour la Côte d'Ivoire et les ennemis de notre pays nous prédisent l'apocalypse. Et je pense qu'il est du devoir de chaque Ivoirien et de chaque Ivoirienne de prier pour que notre pays demeure sur sa trajectoire de paix, de cohésion, de fraternité, d'union, de solidarité et de développement socio-économique et culturel. La paroisse Saint-Timothée, avec ses projets d'extension et d'évolution, contribue ainsi à renforcer le tissu religieux et social de la commune de Yopougon. Voilà, c'est tout pour ce 23h. Merci à vous tous de votre attention. Dieu nous garde. Bonsoir.